Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va parler de la fiscalité des crypto-monnaies, du futur de la fiscalité des crypto-monnaies suite au rapport du député crypto Pierre Persson qui est paru hier le 8 juin 2022. Et on va voir qu'il y a pas mal de propositions, pas mal de mesures fiscales qui ont été mises en lumière et qui vont potentiellement faire le futur de la fiscalité des crypto-monnaies à court ou moyen terme. Donc on va faire l'étude du rapport de Pierre Persson avec toutes les mesures fiscales qu'elles contiennent et on va voir du coup quelles sont les propositions du député Pierre Persson, est-ce que c'est des mesures nouvelles et surtout est-ce qu'elles auront une chance d'être adoptées à terme pour justement faire le futur de la fiscalité des crypto-monnaies. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre. Là, au jour de la vidéo, on va se rapprocher des 10 000 abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner pour suivre toute l'actualité fiscale et notamment l'actualité de fiscalité des crypto-monnaies. On a fait beaucoup de vidéos sur le sujet. On a aussi une formation sur la fiscalité des crypto-monnaies qui est finançable jusqu'à 100% par les organismes type OPCO ou Pôle emploi. Donc on vous renvoie aussi à notre formation spécifique fiscalité des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, là, ce qui nous intéresse, c'est de faire un peu de futurologie, de voir un petit peu quelles seront les nouvelles mesures fiscales qui pourraient s'implémenter en matière de fiscalité des crypto-monnaies à court ou moyen terme et peut-être dans le projet de loi de finances pour 2023, selon la composante du Parlement suite aux élections législatives. Donc c'est pour ça que là, on va aller derrière l'écran et retracer toutes les mesures fiscales qui sont proposées par le député Pierre Persson dans son rapport personnel pour la définition d'une nouvelle ère crypto. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelles sont les propositions formulées par le député Pierre Persson en matière de fiscalité des crypto-monnaies, puisque c'est l'acteur majeur en matière de fiscalité crypto, c'est lui qui est le député référent en matière crypto. Il est surnommé le député crypto et c'est lui qui a déposé la plupart des amendements sur la fiscalité des crypto-monnaies. Donc si lui-même il veut venir parler de son rapport sur notre chaîne, ce serait avec grand plaisir qu'on puisse l'interviewer pour développer encore plus les mesures qu'on va présenter dans cette vidéo. Et également, avant de commencer l'intérieur même du rapport, c'est un rapport qui a été fait donc par Pierre Persson, mais qui est aussi avec la participation de tous les acteurs majeurs du monde de la crypto-monnaie. Vous voyez à l'écran une partie des membres qui ont participé au rapport et on voit que finalement c'est un rapport qui a un poids important et qui va dans le sens de la communauté crypto en France sur l'évolution du monde crypto et aussi de la fiscalité des crypto-monnaies. Et à ce titre, ce rapport fait la suite du rapport d'information qui a été publié le 1er décembre 2021 qui était sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d'information relative aux cryptoactifs et qui revenait sur beaucoup de mesures fiscales devant être mises en œuvre pour développer la fiscalité des crypto-monnaies en France. On a fait une vidéo dans notre formation explicative sur ces sujets-là. Et là, sur notre vidéo YouTube, on va reprendre à la fois les mesures du député et voir en comparaison avec ce rapport ce qui a été fait et ce qui pourra être fait. Puisque dans ce rapport de décembre 2021, il était bien spécifié qu'il est nécessaire d'avoir une clarification du cadre fiscal relatif aux actifs numériques, à la fois pour les personnes physiques et les personnes morales. Et il y avait un tableau récapitulatif sur les mesures en matière de fiscalité pour les personnes physiques et personnes morales qui étaient satisfaites, partiellement satisfaites ou non satisfaites. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de revenir sur le rapport de Pierre Persson, ce rapport du 8 juin 2022, puisqu'il y a une grosse partie sur la fiscalité et un chapitre complet sur le nécessaire approfondissement de la fiscalité. Puisque, effectivement, même si on a un régime depuis 2019 qui est sur la flat tax à 30%, il y a beaucoup de choses qui restent encore à spécifier, notamment du fait de nouveaux processus crypto, et on pense notamment aux NFT et au monde de la DeFi. Effectivement, il précise bien qu'il y a des spécifications à faire pour lever certaines incertitudes, notamment fiscales, pour s'adapter aux nouveaux usages en matière de crypto-monnaie. Alors, au début de son rapport sur la partie fiscalité, il commence à parler sur la distinction, notamment sur les incertitudes trader et de gains de session occasionnels, gains de session habituels, gains de session entre une personne qui fait des gains à titre professionnel ou non professionnel. On vous avait fait déjà une vidéo spécifique sur les impacts de la loi de finances pour 2022 et le changement de régime fiscal qui est actuellement BIC pour les gains de session habituels et qui va passer en BNC pour les gains de session professionnels à partir des opérations faites à compter du 1er janvier 2023.
On vous avait fait cette vidéo suite au rescrit notamment de Asher, donc on vous renvoie à la vidéo. Mais dans son rapport, à la fin, il dit que la sécurité juridique devrait donc prendre fin d'ici quelques mois. Et il utilise le conditionnel car effectivement, même si on peut comprendre que maintenant, pour différencier des gains de cession occasionnels et des gains de cession à titre professionnel, à titre habituel, on va regarder si les gains sont faits dans des conditions analogues à l'exercice professionnel et pour lequel on va plutôt s'attacher à des critères plutôt qualitatifs, donc supériorité de la somme annuelle globale des plus-values provenant de l'activité au regard des autres revenus du foyer fiscal, utilisation d'outils professionnels, complexité des opérations réalisées et sortir des critères seulement quantitatifs, notamment par le nombre d'opérations effectuées. Donc, normalement, ça permettrait de revenir sur ce qui existe en matière boursière. On en a déjà parlé dans notre autre vidéo, et de se rattacher à ce qui existe en matière boursière entre ceux qui font du simple boursicotage et les vrais traders pro avec des outils professionnels, et avec beaucoup moins de chances de se faire requalifier en tant que gain de cession professionnel. Mais la limite n'est pas non plus considérablement fixée. Et sur ce point, on vous avait présenté pas mal de jurisprudence dans notre vidéo initiale. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans le rapport de décembre 2021, c'était déjà une mesure qui était mentionnée comme partiellement satisfaite, puisqu'effectivement, il y avait une évolution de la fiscalité et du passage au régime BIC au régime BNC à compter de 2023. Mais sauf que dans ce rapport, il était bien mentionné qu'il serait quand même important qu'il y ait également une évolution de la doctrine fiscale administrative et que dans le BOFIP, il y ait des précisions plus précises qui permettent de distinguer essentiellement si vous faites du gain de cession occasionnel ou si vous devez être qualifié comme ayant une activité professionnelle et soumise à une fiscalité BNC. Ensuite, le deuxième point mentionné, c'est la possibilité d'instaurer un sursis d'imposition limité à 3 ans après l'opération faisant l'objet d'une imposition pour les échanges d'actifs numériques réalisés par des entreprises et professionnels. Puisqu'il est rappelé dans ce rapport que, effectivement, quand vous êtes sur du gain de cession occasionnel, ce 150 VH bis du CGI, vous bénéficiez d'un sursis d'imposition sur vos échanges crypto-crypto, donc actifs numériques contre actifs numériques. Mais quand vous êtes un professionnel, vous n'avez pas ce sursis d'imposition sur les échanges crypto-crypto. Donc du coup, vous devez fiscaliser toutes ces opérations, ce qui entraîne effectivement une charge administrative très importante et une grosse lourdeur sur le suivi. Et c'était déjà une proposition qui avait été déposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, mais qui avait été rejetée. Et d'ailleurs, ce problème avait déjà été pointé du doigt dans le rapport de décembre 2021, du fait notamment des préconisations de la DAN sur la complexité du droit actuel pour les entreprises et du fait que l'absence de sursis d'imposition sur les échanges crypto-crypto, même momentanés, peut conduire à un certain problème de liquidité, puisque l'échange crypto en fait ne va générer aucune recette en euros pour l'entreprise. Également un potentiel problème de volatilité des actifs numériques si l'entreprise ne convertit pas immédiatement son actif numérique en euros, puisque le cours peut chuter assez rapidement. C'est pour ça qu'il était rappelé dans le rapport de décembre 2021 qu'il serait important de pouvoir justement mettre en place un régime d'exonération sur les échanges crypto-crypto réalisés par les entreprises, tout en évitant le risque d'une exonération de fait pour les entreprises qui ne convertiraient pas ou très peu leur actif numérique en monnaie légale. Et c'est pour ça qu'il faudrait mettre en place un régime qui permettrait de ne comptabiliser que les opérations d'échange entre actifs numériques que sur une journée, une semaine, voire un mois. Donc en tout cas, c'est un point qui fait partie des mesures poussées par la DAN et aussi dans le cadre du rapport initial sur le développement des cryptoactifs en France, et ça sera sûrement un point qui sera remis en question dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Ensuite, autre mesure importante, c'est sur l'instauration d'un régime de faveur similaire au régime de l'apport-cession pour les apports d'actifs numériques à des sociétés traditionnelles. Alors on en avait déjà aussi beaucoup parlé dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances pour 2022 et des mesures crypto et des amendements qui avaient été déposés, notamment de cette possibilité justement de calquer ce qui existe en matière de valeur mobilière, de faire un apport de vos cryptos à une société en report d'imposition ou sursis d'imposition et ensuite de pouvoir les céder dans le cadre d'un mécanisme similaire aux 150 OBTR du CGI. En tout cas, pour le moment, il est bien reprécisé dans le rapport de Pierre Persson que si vous faites un apport de vos cryptoactifs à une société, vous allez déclencher un fait générateur d'imposition, donc potentiellement une plus-value. Et en fait, il serait important de pouvoir mettre en place un mécanisme qui permette de faire l'apport de vos cryptos à une société sans déclencher
une potentielle fiscalité. Et notamment d'avoir un mécanisme similaire au régime de l'apport-cession qui existe en matière de valeurs mobilières. Et en fait, pouvoir apporter ces cryptoactifs à une société qu'on va contrôler, avoir un report d'imposition et derrière, que la société puisse soit garder les cryptoactifs et les utiliser pour son activité ou alors les céder. Alors peut-être en mettant des contraintes de délai et de réinvestissement économique, comme ce qui existe en matière de valeurs mobilières, ou dans le cas du 150 OBTR du CGI, si vous faites l'apport de vos actions à une société que vous contrôlez, la société que vous contrôlez peut céder ses actions apportées, mais si elle les cède avant un délai de 3 ans, il faut qu'il y ait au moins 60% du prix de cession qui soit réinvesti dans une activité économique. Et d'ailleurs, à ce titre, on rappelle qu'il y a un arrêt très récent du Conseil d'État qui ouvre des portes sur la possibilité de réinvestir dans de l'immobilier locatif. Donc en tout cas, ça serait une possibilité à terme, et c'est quelque chose qu'on espère depuis un moment, de pouvoir avoir ce régime mis en place, de pouvoir apporter ces cryptos à une société qu'on contrôle, et peut-être en profitant de cette nouvelle jurisprudence du Conseil d'État, et en application de ce qui est dit par le Conseil d'État, de pouvoir réinvestir peut-être dans de l'immobilier locatif sous certaines conditions. Mais il est vrai que cette mesure avait déjà été proposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 et qu'elle avait été refusée. Et dans le cadre du rapport de décembre 2021, c'était également un point qui avait été mentionné, puisqu'il apparaissait nécessaire de pouvoir mettre en place ce régime. Il y avait une proposition qui visait à mettre en place un report d'imposition des plus-values en cryptoactifs dans le cadre d'un apport de cryptoactifs à une société, sous certaines conditions. C'était les conditions prévues à l'article 150 OD du Code général des impôts sur les plus-values réalisées dans le cadre de rachat d'actions de parts de société au titre assimilé. Mais dans le cadre du rapport, il était expliqué que la proposition ne pouvait pas être mise en œuvre parce que c'était un ancien dispositif qui avait été abrogé pour des raisons d'effet d'aubaine et d'abus qu'il suscitait. Donc il ne pouvait pas être transposé en matière de cryptoactifs. Mais par contre, le régime de l'apport-cession en tant que tel pourrait être mis en place parce qu'il est bien encadré. Et d'ailleurs, dans ce rapport, il était bien répété que c'est la responsabilité du législateur de reconnaître le potentiel développement des actifs numériques afin de les mettre au service de la croissance économique des entreprises et des particuliers. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire un point de passage entre l'économie crypto et l'économie réelle avec une fiscalité incitative qui vont justement encourager les personnes qui ont fait une plus-value importante en matière de crypto à réinvestir ces gains dans l'économie réelle, au mieux de les avoir sur un portefeuille en stablecoin et de ne pas se servir de cet argent. Donc en tout cas, c'est une mesure qui a été soulignée dans le cadre de ce rapport de décembre 2021. Et d'ailleurs, dans le cadre de la finance pour 2022, il y avait eu beaucoup de propositions sur la possibilité de réinvestir ces plus-values dans certains types de sociétés ou certains types d'activités, même si ces amendements avaient été rejetés, avec avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Mais il était quand même apparu qu'il sera nécessaire à terme, et à terme inévitable, de rapprocher ces mondes d'actifs numériques et de la sphère réelle, en permettant de transférer l'argent des cryptoactifs dans l'économie réelle. Et d'ailleurs, il y avait Eric Wirtz à ce moment-là qui avait dit qu'on viendra d'une manière ou une autre, dans les mois ou les années qui viennent, à ce passage de l'économie crypto à la sphère réelle, et notamment en permettant certaines incitations fiscales, comme notamment ce qui est proposé là dans ce rapport du 8 juin 2022 par Pierre Persson, de mise en place de ce mécanisme de l'apport-cession pour ce qui existe en matière de valeurs mobilières. Alors, autre mesure importante et qui est assez d'actualité, vu qu'en ce moment on est plutôt en bear market et on pense aussi à tous les anciens détenteurs de Luna, c'est la question des moins-values, puisque une des propositions également, c'est d'instaurer la possibilité pour le contribuable de reporter les moins-values sur cession d'actifs numériques sur les plus-values de même nature jusqu'à 3 ans après leur constatation. Puisqu'on sait qu'actuellement, il n'est pas possible de reporter ces moins-values sur les années suivantes. Et alors qu'en matière de valeurs mobilières, on peut reporter les moins-values nettes qu'on a sur une année sur les 10 années suivantes. Donc dans le cadre de la loi de finances pour 2022, on avait déjà des amendements avaient été déposés pour la possibilité d'imputer sur 10 ans les moins-values en matière de crypto. Suite à la correction de l'amendement, on était revenu sur une durée d'imputation de 3 ans, donc ce qui colle à cette proposition de Pierre Persson, et ce qui permettrait effectivement aux personnes qui font des moins-values en matière de crypto-monnaie, et ce qui est quand même assez courant quand même, de pouvoir, si vous avez sur une année une moins-value globale, de pouvoir reporter cette moins-value sur potentiellement la plus-value de l'année suivante. Et là, dans le cas de la proposition, sur les 3 années suivantes.
Et ce point a été également développé dans le rapport de décembre 2021. Et à ce propos, il y avait eu quand même le rapporteur général au budget, Laurent Saint-Martin, qui avait rappelé de manière malheureusement très claire que effectivement, pour le moment, on ne peut pas imputer les moins-values et que potentiellement, on pourrait estimer que les détenteurs de cryptoactifs sont défavorisés par rapport aux personnes qui ont des valeurs mobilières. Mais il rappelle bien que finalement, en fait, comme il y a déjà un mécanisme spécifique de sursis d'imposition sur les échanges cryptoactifs. En fait, les détenteurs d'actifs numériques bénéficient déjà d'un traitement fiscal privilégié et qu'il y aurait malheureusement peu de chances que pour le moment, il y ait la mise en place de cette mesure et la possibilité d'imputer ces moins-values nettes réalisées sur une année sur les années suivantes. Donc on voit que la position sur l'imputation des moins-values sera peut-être un peu plus compliquée à mettre en place, tant qu'on aura un régime fiscal crypto France qui permet une exonération sur les échanges crypto-crypto. Mais effectivement, vu les événements récents, le bear market actuel et le crash de Luna, peut-être que les députés seront plus conciliants sur la possibilité de reporter les moins-values et peut-être que cette mesure sera acceptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Ensuite, autre mesure, c'est sur la possibilité d'instaurer un régime fiscal similaire au régime des attributions gratuites d'actions aux attributions gratuites d'actifs numériques, réalisé par une entreprise émettrice de jetons à ses salariés. Puisqu'effectivement, on se pose actuellement les questions de pouvoir payer ses salariés en crypto-monnaie, notamment en application des règles du droit du travail, ou alors la possibilité à minima de pouvoir donner un complément de rémunération en crypto, ou alors faire certaines incitations en crypto-monnaie. On rappelle que Messi, quand il est arrivé au PSG, il a perçu certaines cryptos, ses fan tokens du PSG. Donc le député Pierre Persson, en fait, revient sur sa proposition initiale qui avait été déposée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, qui visait à montrer que, effectivement, contrairement aux attributions gratuites de droits sociaux, les attributions gratuites d'actifs numériques sont soumises à différents régimes fiscaux, et que finalement, ces attributions gratuites d'actifs numériques donnent lieu pour le bénéficiaire à une imposition immédiate au moment de la réception, alors que ce contribuable n'a pas reçu de contrepartie permettant le paiement de l'impôt. Donc, ce qui l'oblige à vendre ses actifs reçus gratuitement pour se conformer à ses obligations fiscales. Donc le but de cette mesure, c'est d'avoir un alignement entre ce qui existe en matière d'attribution gratuite d'actions et attribution gratuite d'actifs numériques. Ce point avait également été précisé dans le cadre du rapport de décembre 2021, puisque effectivement il était également souligné que la proposition n'avait pas été satisfaite, mais sauf que dans le cadre des échanges, la DGFiP avait bien indiqué au rapporteur que seul l'objectif de développer l'actionnariat salarié puisse justifier que les actions gratuites bénéficient d'un régime aussi favorable. Et en fait, ce régime ne peut pas servir de modèle pour d'autres modes de rémunération qui ne répondent pas aux mêmes objectifs, en particulier pour les jetons qui par nature ne constituent pas des titres financiers. Donc on voit que ça sera quand même assez compliqué qu'on puisse avoir la mise en place de ce régime de manière actuelle. Et dans le rapport, il était aussi marqué que, effectivement, il existe quand même certaines plateformes de cryptoactifs décentralisées sur lesquelles il y a des jetons de gouvernance qui octroient des droits de vote et des pouvoirs de décision à leurs titulaires, mais que ces attributions d'actions gratuites sont un cas particulier de partage de valeur de l'entreprise et que les salariés qui les détiennent sont, par leur travail, directement intéressés à l'augmentation de la valeur. Et en fait, ce n'est pas le cas des attributions de jetons gratuites. Donc effectivement, pour le moment, cette mesure serait difficilement transposable dans le cadre de la fiscalité française. Ensuite, dans son rapport, le député Pierre Persson parle également de la nécessaire adaptation de la fiscalité aux nouveaux usages en matière de crypto-monnaie, notamment en matière d'NFT et aussi pour les paiements en matière de crypto, pour justement éviter qu'il y ait un exil fiscal, que les personnes partent dans des pays à fiscalité privilégiée en matière de crypto, puisqu'on rappelle que pour le moment, le régime d'exit tax ne s'applique pas en matière de crypto-actifs, puisque les actifs numériques ne rentrent pas dans la définition de justement des actifs qui sont soumis à l'exit tax. Donc effectivement, la solution de simplicité pour ceux qui ont fait des gros gains en matière de cryptoactifs, c'est de partir. Mais bien sûr, pour ceux qui souhaitent partir, on leur rappelle quand même que quand vous partez à l'étranger, il faut quand même bien faire attention aux questions de résidence fiscale et à ne plus remplir les conditions d'application de l'article 4B du CGI. On a fait plein de vidéos à ce sujet, donc on vous renvoie à ces vidéos. Et également, ne pas oublier que la fiscalité d'aujourd'hui dans un pays, c'est pas forcément la fiscalité de demain, et qu'il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des réformes assez rapides en matière de fiscalité des crypto-monnaies, et qui peuvent changer la fiscalité applicable dans le pays où vous allez vous exiler. Mais en tout cas, effectivement, pour le moment, il ne semble pas qu'il y ait une exit tax qui s'applique, et à terme, cette exit tax devrait arriver, notamment si on commence à mettre en place des mécanismes d'apport-cession similaires à ce qui existe en matière de valeur mobilière. Mais en tout cas, le député Pierre Persson rappelle bien qu'il faut adapter notre fiscalité pour justement
permettre aux contribuables de rester en France et de profiter de la fiscalité française. Et à ce titre, effectivement, il développe la partie des paiements en matière de crypto-monnaie et sur sa proposition, c'est repenser le système fiscal et déclaratif lié aux paiements en crypto-actifs afin de lever les frictions fiscales afférentes. Parce qu'effectivement, il y a eu ce développement de pouvoir payer en crypto-monnaie, notamment par l'utilisation des cartes crypto, et de pouvoir justement finalement payer des biens ou des services en matière de crypto-monnaie, alors qu'on rappelle, et c'est bien marqué dans le cadre de ce rapport du 8 juin 2022, que quand vous êtes dans le cadre du 150 VH bis du CGI, vous déclenchez un fait générateur d'imposition si vous échangez vos crypto-monnaies, vos actifs numériques contre de l'euro, enfin une monnaie fiat, de l'euro, dollar, etc. Ou alors si vous échangez vos actifs numériques, vos cryptos, contre un bien ou un service. Donc effectivement, si vous allez utiliser vos cryptos pour acheter des biens, et là il donne l'exemple de l'achat d'une baguette, vous devrez qualifier cette opération et la déclarer dans le formulaire 2086 pour le calcul de votre plus-value globale de l'année. Et effectivement, ça entraîne une lourdeur administrative qui empêche finalement le contribuable d'utiliser pleinement sa carte crypto si il doit déclarer et fiscaliser son opération à chaque fois qu'il doit acheter une baguette de pain. Et c'est pour ça qu'il y avait des mesures qui avaient été instaurées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022, notamment la possibilité d'augmenter l'abattement annuel sur le montant des cessions de cryptoactifs à hauteur de 3 000 € et non plus 305 €. Mais Eric Woerth avait répondu sur ce point qu'il n'y a pas vraiment de critères qui permettent de fixer objectivement ce seuil à 3 000 €, donc c'est pour ça que cette mesure n'avait pas été adoptée. Mais effectivement, on comprend qu'il est nécessaire de mettre en place un régime simplifié pour l'utilisation des particuliers et pour le développement des paiements par actifs numériques, et afin de réduire les tâches administratives au titre de la déclaration de ces opérations. Et d'ailleurs, à ce titre, il y avait l'ADAN qui avait quand même fortement poussé pour dire qu'il doit être proposé un régime simplifié pour les particuliers, avec certains critères chiffrés, par exemple volume des transactions, prix global de cession, ou alors un abattement forfaitaire sur le montant total des prix de cession, donc comme on a vu par exemple cet abattement de 3 000 €, afin justement de pouvoir alléger les lourdeurs administratives, ou alors que l'administration fiscale dans son POFIP permette également d'alléger les obligations déclaratives des particuliers en leur autorisant expressément à regrouper certaines opérations jour par jour ou par certains ordres afin de limiter les déclarations. Donc c'est sûrement une mesure qui va revenir encore dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 afin de justement permettre le développement des cartes de paiement crypto et le passage dans l'économie réelle. De même, Pierre Persson développe dans son rapport une partie sur les NFT, il fait un gros point aussi sur les NFT. Il rappelle d'abord en premier les questions justement sur cette ovni juridique et fiscale et la nécessité de définir en droit civil de manière large la notion de jetons non fongibles afin de pouvoir donner un statut juridique à ces nouveaux objets numériques et les dissocier de cette notion d'actif numérique et justement pouvoir s'assurer de la juste traduction des usages futurs et du sous-jacent des jetons en droit positif. Parce qu'effectivement, le but c'est vraiment de sortir le NFT de la qualification d'actif numérique pour lui donner une définition juridique qui va coller au sous-jacent et s'adapter aux usages futurs des NFT. Puisqu'il met aussi dans son rapport une illustration de l'ensemble des projets qui sont relatifs aux NFT avec les cas d'usage. Et on voit que le NFT regroupe quand même beaucoup de cas d'usage et il faut regarder quel est le sous-jacent pour définir l'aspect juridique et fiscal. Et d'ailleurs, sur la partie fiscale, il rappelle qu'il faut prendre en compte le sous-jacent et que finalement, on ne doit plus considérer le NFT comme un actif numérique. D'ailleurs, sur le côté fiscal, il faut voir quand même que si on prend en compte le sous-jacent et qu'on ne considère plus le NFT comme un actif numérique, ça va avoir des impacts importants, notamment sur la question de sursis d'imposition pour les échanges crypto-crypto, donc actifs numériques contre actifs numériques. Et à ce titre, il propose de fiscaliser en fait les revenus tirés des jetons non fongibles selon le régime fiscal applicable au sous-jacent. Et c'était déjà sa proposition dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022. Donc sur ce côté-là, pas vraiment de surprise et ça paraît logique. Mais par contre, en parallèle, il propose d'instaurer quand même un report d'imposition des plus-values générées à l'occasion d'un échange entre un NFT et un actif numérique. Et là, c'est une véritable nouveauté puisque sur les attentes et ce qui était déjà dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 et le fait qu'on veuille sortir le NFT de la qualification d'actif numérique, finalement, au regard de l'article 150 VH bis du CGI, si vous faisiez un échange NFT contre un actif numérique, finalement, vous perdiez le bénéfice
du sursis d'imposition, puisque vous n'étiez plus sur un échange actif numérique contre actif numérique, donc crypto contre crypto. Mais là, en fait, il propose de rester sur la possibilité de bénéficier d'un sursis d'imposition sur les échanges crypto-monnaie contre NFT. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau, puisque nous, on vous avait fait une vidéo de présentation sur la fiscalité des NFT et toutes les questions sur le sujet. On était resté sur le fait que, effectivement, de ce qui était déjà préconisé par Pierre Persson et dans le cadre du projet de loi de finances par 2022, qu'il fallait regarder la fiscalité du sous-jacent et sortir le NFT de la qualification d'actif numérique. Et on avait expliqué toutes les implications du fait qu'un NFT n'était plus un actif numérique et de l'impossibilité à terme de pouvoir bénéficier du sursis d'imposition sur un échange crypto contre NFT. Mais on voit que là, la proposition, c'est effectivement de bien sortir le NFT de la qualification d'actif numérique, mais par contre de bénéficier toujours du sursis d'imposition sur les échanges NFT contre crypto. Donc, ça a quand même de grosses chances pour que ça arrive à terme et que ce soit la fiscalité applicable à terme. Et d'ailleurs, Pierre Persson rappelle que cette justification de bénéficier du sursis d'imposition est justifiée du fait que ça va éviter d'avoir à tenir une comptabilité écrite sur chaque échange, d'éviter également de payer un impôt sur une plus-value qu'on n'a pas perçue, et enfin du fait qu'il y a un lien naturel entre crypto-monnaie et NFT. Donc ça serait incohérent de supprimer cette connexion et de remettre une fiscalité sur les échanges crypto et NFT. Mais en tout cas, c'est très intéressant puisque ça va répondre à pas mal de problématiques pratiques et il faudra voir si ça va être remis dans le cadre d'un amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 et si ça sera accepté pour justement avoir une première structuration de la fiscalité en matière de NFT. Et d'ailleurs, dans le cadre du rapport de décembre 2021, il y avait aussi une partie sur les NFT. Il était rappelé qu'il fallait justement regarder le sous-jacent du NFT et également exclure le NFT du régime général des plus-values sur actifs numériques de l'article 150 VH bis du CGI. Donc on voit que l'essor des NFT va faire qu'on aura bientôt un régime fiscal et du fait des propositions de Pierre Persson et du monde de la crypto, on devrait avoir fiscalité du sous-jacent pour le NFT et si on a un échange crypto-actif contre NFT, pas d'imposition, mais tout ça, ça reste à confirmer dans le cadre de l'adoption d'un régime définitif. Enfin, dernière proposition et non des moindres, c'est sur l'aspect contrôle fiscal et la volonté de centraliser le traitement des dossiers relatifs aux crypto-actifs auprès d'équipes spécialisées au sein de la Direction générale des finances publiques, afin justement qu'il n'y ait pas de disparité dans le traitement des dossiers entre différents contribuables qui soient dans certaines parties du territoire. Alors on sait que c'est un peu la question du moment sur les contrôles fiscaux en matière de cryptoactifs, comment l'administration fiscale peut vous contrôler, comment elle peut avoir des informations, et notamment au titre des futurs développements des règles européennes, des règles MiCA, TFR, de la DAC 8 prochainement aussi, et des normes au niveau mondial avec les rapports OCDE, l'échange automatique d'informations, etc. Il faudra pouvoir se tourner sur des interlocuteurs qui sont spécialisés en crypto, effectivement. Mais effectivement, nous on l'a vu dans le cadre de nos rescrits, on a pu voir que certains inspecteurs des impôts étaient déjà devenus spécialisés en matière de crypto-monnaie, notamment s'il y a un inspecteur des impôts qui commence à avoir certains dossiers, on va justement lui transmettre tous les dossiers en matière de crypto-monnaie, et si il y a une possible problématique sur l'interprétation du droit, de toute façon ça va remonter à la hiérarchie pour avoir une position nationale, et on aura justement une position figée pour tout le territoire en matière de fiscalité. Et ça, on vous l'avait déjà expliqué dans notre vidéo de présentation de notre rescrit sur la fiscalité des mineurs. Et notamment au titre de la conformité fiscale, du contrôle fiscal, dans sa partie sur les stablecoins et sur l'euro numérique, il estime également que justement le développement d'un euro numérique, ça pourrait permettre de moderniser les outils fiscaux par l'usage de smart contracts dans la collecte des impôts et des taxes. Et notamment de justement pouvoir potentiellement collecter automatiquement la TVA sur la vente de biens ou de services lorsque il y aura l'usage d'euros numériques, ou alors de pouvoir lever certaines difficultés dans le cadre du prélèvement à la source, et de pouvoir lutter plus efficacement contre la fraude fiscale, notamment par l'automatisation de certains procédés, tout en respectant bien sûr la confidentialité des données et la vie privée du contribuable. D'ailleurs, il donne un exemple qui pourrait être potentiellement d'avoir un mécanisme qui pourrait fonctionner en deux temps, à la fois d'avoir des informations personnelles du contribuable nécessaires à la fiscalisation de ces opérations, qui seront ensuite transmises au smart contract, et ensuite, de manière automatique, permettre la fiscalisation de l'opération avec une répartition entre les fonds pour le trésor public
et le contribuable. Et dans sa partie également sur la DeFi, il parle aussi de cet aspect-là, notamment sur les tokens en matière immobilière, la possibilité par exemple d'avoir pour les propriétaires de tokens, d'avoir directement grâce au smart contract, une partie qui serait versée directement aux impôts pour justement la partie paiement de l'impôt, et l'autre partie qui serait versée directement aux contribuables pour ses loyers. Donc c'est pour ça qu'il estime qu'il est nécessaire d'émettre un euro numérique de détail à destination de tous les particuliers, de toutes les entreprises, dont la structure permettra de développer des applications innovantes relatives à la collecte de l'impôt et à la politique monétaire. Donc on voit qu'à terme, l'utilisation des cryptos, des smart contracts, pourrait permettre de collecter de manière plus efficiente l'impôt et de lutter plus efficacement contre la fraude fiscale. Voilà, on a terminé sur cette présentation des mesures du rapport de Pierre Persson. On voit que c'est des mesures qui avaient été à peu près toutes présentées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 et finalement déjà rejetées dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, sauf pour les NFT où c'est là Pierre Persson qui avait lui-même retiré les amendements pour faire en fait un amendement d'appel en matière de NFT. Et les mesures sont restées à peu près les mêmes, sauf peut-être en matière de NFT et la possibilité d'obtenir un sursis d'imposition sur les échanges NFT contre crypto. Et ce qui est véritablement nouveau, c'est sur l'aspect contrôle fiscal et automatisation du recouvrement fiscal et du contrôle fiscal pour un objectif de lutte contre la fraude fiscale. Donc on voit que si ces mesures sont redéposées dans le cadre d'amendements pour le projet de loi de finances pour 2023, certaines mesures pourraient être toujours rejetées puisqu'il y a l'avis du gouvernement qui est défavorable, ou alors peut-être adopté, on peut penser par exemple au mécanisme d'apport-cession, ou alors pour le paiement en matière de crypto, qui permettrait justement un passage dans l'économie réelle facilité. Mais bien sûr, on ne peut pas prédire l'avenir, et d'ailleurs la question la plus importante, c'est que c'est le rapport de Pierre Persson, mais on rappelle que Pierre Persson ne se représente pas à la députation, donc qui sera le prochain député qui va porter ces mesures, puisque c'est quand même des mesures qui viennent du monde crypto, et on l'a vu en début de vidéo, le rapport contient en fait toutes les mesures et les préconisations du monde crypto et du lobby crypto en France, donc à terme, ça sera des mesures qui seront redéposées dans le cadre des amendements pour les futurs projets de loi de finances, mais bien sûr, il va falloir se poser la question de qui sera le futur député qui va présenter ces propositions. Et également, on voit que la mise en place d'une incitation fiscale pour le développement du régime crypto n'est pas non plus préconisée par tout le monde. On rappelle également ce qu'il y avait dans le rapport d'information pour 2021, et notamment les mots de Laurent Saint-Martin, qui est rapporteur général au budget, qui avait dit qu'il était effectivement souvent favorable au développement d'incitation fiscale pour le développement des cryptos dans l'économie réelle, mais que finalement, plus il apprend sur le monde crypto, et plus il a de doutes sur la pertinence et l'efficacité de faire justement des points de passage entre l'économie crypto et l'économie réelle, et notamment en matière de NFT, et si peut-être justement ces NFT n'ont pas finalement vocation à ne jamais toucher l'économie réelle. Et dans ce cas-là, bien sûr, aucune incitation fiscale ne pourra être mise en place pour justement qu'il y ait un transfert à la partie économie réelle. Et également, il faudra aussi voir quelle sera la couleur du Parlement, parce qu'on rappelle les déclarations récentes de Jean-Luc Mélenchon sur les cryptoactifs suite au crash de Luna. En tout cas, on a essayé de vous faire la présentation la plus exhaustive sur les mesures fiscales qui sont soumises dans le rapport de Pierre Persson. Et on voit que ça reprend quand même pas mal de problèmes pratico-pratiques sur l'utilisation des cryptos et sur le passage crypto au monde réel. Et on espère que ces mesures seront redéposées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Et bien sûr, potentiellement adoptées dans le cadre de l'étude de ces amendements. Donc voilà, on a terminé sur notre vidéo. En conclusion, on voulait parler de 2 points qui sont en fait détaillés dans le rapport, mais sur lequel en fait il n'y a pas de précision spécifique en matière fiscale. C'est d'abord sur la question du Bitcoin et sur la qualification controversée du Bitcoin en tant que monnaie. Effectivement, on sait que depuis l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador et ensuite en Centrafrique, se pose la question de savoir si le Bitcoin est encore un actif numérique et si on rentre toujours sur les dispositions de l'article 150 VH bis du CGI, et est-ce que finalement on ne change pas de fiscalité sur les cessions de Bitcoin et la possibilité d'avoir une exonération pour des prix de cession inférieurs à 5 000 €. Donc ça, c'est une grande question qui n'est malheureusement pas développée dans le rapport, alors qu'il y a une très grosse partie sur le Bitcoin dans le rapport. Et à ce sujet, on vous avait déjà fait une vidéo de présentation sur le sujet et sur justement les effets de la décision du Salvador sur le Bitcoin. Et notamment ce point avait été mis en exergue dans le rapport de décembre 2021, et justement du fait que la qualification d'actif numérique est une définition à contrario. Et est-ce que maintenant le Bitcoin est toujours
un actif numérique en tant que tel, et est-ce qu'il doit être fiscalisé comme un actif numérique en tant que tel, et pour lequel il était invoqué peut-être la possibilité de redéfinir la qualification d'actif numérique. Et on rappelle aussi qu'il y a une question parlementaire qui a été déposée auprès du ministre de l'économie justement sur les impacts en matière de fiscalité sur le Bitcoin. On attend toujours la réponse du ministre de l'économie. Mais on sait qu'il y a quand même peu de chances pour qu'il y ait une position différente que de dire que le Bitcoin est un actif numérique. Il y avait d'ailleurs Eric Wirtz dans le rapport qui avait bien dit également que le Bitcoin n'est pas une monnaie et ne présente quasiment aucune caractéristique d'une monnaie, puisque c'est une valeur spéculative. Donc on voit que ça serait quand même difficile de le considérer comme un bien meuble et d'avoir cette exonération pour chaque prix de cession inférieur à 5 000 €, mais en tout cas c'est potentiellement contestable. Et enfin le deuxième point, c'est sur la DeFi. Il y a aussi un long passage sur le rapport de Pierre Persson sur le développement de la DeFi. Mais malheureusement, il n'y a pas de point sur la fiscalité de la DeFi et ça aurait été intéressant justement d'avoir ces propositions sur la fiscalité des prêts en matière de crypto, sur le farming, sur le staking, etc. afin d'avoir un peu plus de lisibilité sur les aspects fiscaux de ces nouvelles opérations qui sont maintenant devenues assez monnaie courante en matière de crypto-monnaie. Et en tout cas, je pense que le rapport n'avait pas vocation non plus à développer ces aspects-là. En tout cas, l'avenir nous dira quelle sera la fiscalité des crypto-monnaies en France. On vous a présenté toutes les mesures qui devraient réapparaître prochainement dans les amendements pour le projet de loi de finances pour 2023 potentiellement, et potentiellement être adoptées. Et ça vous fait un bon aperçu sur justement le futur de la fiscalité des crypto-monnaies. Donc on vous a mis en lien en description le rapport de Pierre Persson du 8 juin 2022. On vous met aussi le lien du rapport de 2021. Comme ça, vous pourrez voir tous les aspects et justement le développement des autres questions qui sont justement développés dans le rapport, parce que nous, on vous a présenté que les points fiscaux, et sur le rapport du 8 juin 2022, il y a quand même 204 pages, il n'y a pas que de la fiscalité dans le rapport, donc vous avez tout ça en description, et nous, on vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo, on vous rappelle encore de vous abonner, liker, partager la vidéo au plus grand nombre, et si vous voulez aller plus loin en matière de fiscalité des crypto-monnaies, vous pouvez aussi suivre notre formation qui est finançable jusqu'à 100% grâce aux organismes OPCO Pôle emploi. Donc on vous dit encore merci et à bientôt.